Nous sommes de retour sur le plateau après cette belle balade musicale. J'espère que vous avez apprécié. Nous avons avec nous Monsieur André Hott qui vient ce matin nous parler d'un sujet très important. On parle toujours de l'épanouissement de l'être humain, voilà, des jeunes. Et voilà, donc c'est très important, oui. On sait qu'on a beaucoup perdu des valeurs. Hein. Vous savez, on n'apprend plus la morale à l'école comme à l'époque. Hein. C'est très difficile. Heureusement qu'il existe encore des personnes qui peuvent apporter un plus, qui peuvent apporter de leur personne à l'édifice, à la construction, voilà, d'une jeunesse compétente, d'une jeunesse bien élevée, d'une jeunesse, on va dire, polie. Donc on va parler dans quelques instants, le temps que tout soit prêt de l'autre côté. Calvino, j'espère que tu as aimé la chanson de tout à l'heure. Une belle petite balade quand tu es avec madame tranquille, petit zouk. Ouais, c'était... c'est un peu comme dans la raga. Maquillage, ça va. Après, c'est une sorte de truc de oui, oui. Ouais, un peu zouk, voilà. Un peu raga, reggae, voilà. Finalement, je vais faire comme moi. C'était lisse, hein, c'était joli en tout cas. Quand tu es en train de... Tu es à la maison comme ça, madame a fait le repas que tu aimes, couscous sauce gombo avec la viande. Avec le poisson frit. Et si on avait le thème avec le poisson de l'émission frit, ce matin? avec le poisson frit. Ce serait peut-être mieux, oui. non? Oui, Merci. en attendant que Il faut capitaliser son expérience d'étudiant, puisqu'on parlera de ça aujourd'hui avec André. Absolument. Avec André Hott, qui s'occupe beaucoup de la carrière des jeunes et il oriente aussi les jeunes. Hein, il fait beaucoup même d'ailleurs pour ces jeunes. Et c'est un coach aussi avec qui on va échanger, qui nous donnera son cours, comme habituellement, comme la semaine dernière. On va entrer dans le cours. L'école, prenez vos stylos et puis vos... Je suis chargé de prendre les noms des bavards. Tu prends les noms des bavards, voilà. Et puis on a posé la question, vous tous qui preniez le nom de bavards, j'espère que vous êtes devenus commissaires ou bien généraux. Tous ceux qui prenaient le nom de bavards. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur André Hott. Bonjour. Comment ça va? Je vais très bien. Un autre mercredi encore ensemble ce matin. Mais Gabéo, il a ri. Les intellectuels aiment rire des choses comme ça. Alors on parle de capitaliser son expérience d'étudiant. Tout à fait, Mireille. Oui. C'est dans une continuité de la semaine dernière, on a parlé de comment construire un projet professionnel rentable. Maintenant, on se met dans la peau d'un jeune élève qui vient d'avoir le baccalauréat et qui doit intégrer une université. Donc, comment rentabiliser, comment être à mesure de capitaliser son expérience d'étudiant. C'est un peu ce qu'on va voir pendant les prochaines séances. Alors, chers étudiants, si je peux déjà les appeler comme ça, chers étudiants, vous venez d'avoir le baccalauréat, c'est maintenant que tout commence. Donc c'est vrai, vous avez l'impression de l'avoir déjà passé cette année dans le secondaire, mais tout commence maintenant. Il faut bien mettre les choses en place et voir comment est-ce que vous allez pouvoir rentabiliser votre expérience d'étudiant. Alors, la première chose à savoir, c'est qu'il faut être à mesure de définir la personne que vous voulez être au terme de votre formation. Donc, en un, qui voulez-vous être au terme de la formation? De façon claire. Qui voulez-vous être au terme de la formation? En termes de métier, en termes de compétences, en termes de talent. C'est très important. Il faut pouvoir voir la fin avant de vous dire, OK, quel parcours je vais suivre pour pouvoir atteindre cet objectif X ou Y. Alors, comment définir une personne, la personne que vous voulez être? C'est déjà de vous renseigner autour de vous par rapport à la filière dans laquelle vous êtes. Quels sont les métiers? Qu'est-ce que les gens qui ont fait le même parcours que vous font en ce moment en entreprise? Ça demande une grande culture générale, une grande recherche documentaire, une grande recherche d'informations. Autour de vous, il y a des personnes qui font déjà ce métier. Rapprochez-vous d'eux et posez-leur le maximum de questions pour savoir quels sont leurs challenges au quotidien, quels sont les défis auxquels ils font face et quelles sont les compétences spécifiques que vous devez
qu'ils utilisent dans leur travail au quotidien pour que vous commencez à les adapter à votre profil et à l'ensemble de vos différentes compétences. Alors, il faut en deux être capable de planifier les compétences que vous voulez posséder. C'est très important. On vous achète, on vous recrute sur le marché de l'emploi, pas parce que vous avez un diplôme, mais parce que vous avez un savoir-faire. Alors, quel savoir-faire vous souhaitez vouloir vendre au terme de votre diplôme sur l'environnement qui s'appelle le marché de l'emploi? Je prends un exemple. Vous êtes passionné, vous êtes en train de faire un master, vous entrez en première année ressources humaines. Vous faites peut-être un BTS ou bien un bachelor. Quelles sont les compétences spécifiques dans le domaine des ressources humaines? Est-ce que c'est le recrutement? Est-ce que c'est la paye? Est-ce que c'est la gestion du personnel? Comment est-ce que vous voyez, comment vous projetez? Mais pour le savoir, il faut échanger, il faut vous documenter, il faut vous rapprocher des personnes de votre environnement qui font ce métier. Ça peut par exemple être le domaine de l'informatique. L'informatique est très vaste. Est-ce que vous vous voyez beaucoup plus dans la peau d'un administrateur réseau? Est-ce que vous voyez beaucoup plus dans la peau d'un développeur web? Est-ce que vous voyez beaucoup plus dans la peau de quelqu'un qui va administrer les bases de données? De façon spécifique, quelles sont les compétences que vous souhaitez capitaliser pendant votre expérience? Là, on est encore dans le domaine planification. Vous avez votre map, vous dessinez sur une table, sur un cahier, sur une feuille blanche, ce que vous voulez devenir. Et maintenant, on va travailler la stratégie pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Ce qui nous amène, donc, c'est planifier les compétences, pour essayer de faire un résumé. Planifier les compétences. Et en 3, de façon spécifique, c'est définir les objectifs. Toute stratégie doit avoir des objectifs bien clairs. À terme, qu'est-ce que je dois atteindre comme objectif? Est-ce que c'est un objectif sur le plan du salaire? Est-ce que c'est un objectif sur le plan de la carrière que vous souhaitez vivre pendant et après l'obtention de votre diplôme? Est-ce que c'est un objectif en termes d'impact? Comment vous vous voyez? Parce qu'on parle certes de projets professionnels, mais on parle aussi de projets de vie. Il faudrait que votre métier s'intègre à qui vous êtes et à la personnalité que vous avez de façon claire. Donc ça, c'est vraiment très important de planifier cela. Quand on sort de l'onglet planification, on tombe sur le point 4 qui est créer votre environnement de réussite. Votre environnement de réussite. Créer votre environnement de réussite. Pourquoi c'est important? Qu'on soit pauvre, qu'on soit riche, qu'on soit de famille nantie ou de famille modeste, chacun a droit à la réussite s'il se met dans les conditions qu'il faut pour pouvoir réussir. L'environnement est quelque chose de très important. On se laisse influencer au quotidien par les personnes qui nous entourent, par les gens qu'on côtoie. Donc, il faut bien faire attention à qui sont vos amis. Comme on le dit souvent, n'hésitez pas, s'il y a un membre de votre corps qui vous amène vers des choses que vous ne voulez pas faire, il faut le couper. Donc, très exactement, identifier les personnes de votre environnement qui ont un impact positif, qui peuvent avoir un impact positif sur vous, par rapport à la carrière que vous souhaitez vivre, et même dans la vie, en termes de conseils, soit sur le plan professionnel ou personnel, cette personne-là qui sera toujours capable de vous booster et de vous amener vers le haut. Des personnes qui ont plus d'expérience que vous, parce que être aux côtés au quotidien de quelqu'un qui a de l'expérience, ça vous permet de gagner énormément en temps et de pouvoir apprendre de toutes les erreurs qu'il a pu commettre et de vous en faire une sagesse qui vous aidera lorsque vous serez face à des difficultés sur le marché, sur le plan professionnel ou sur le plan académique. Cette personne-là, ces expériences que vous allez pouvoir acquérir vous aideront à bien vous en sortir par rapport à d'éventuelles difficultés. C'est ça l'environnement. L'environnement, c'est aussi les endroits où vous pouvez vous nourrir. Parce que demain, vous serez appelé à donner sur le plan professionnel, sur le plan personnel. Donc, il est question, donc, pendant votre parcours académique, de mettre un process pour être en mesure d'augmenter votre valeur sur le marché de l'emploi.
Donc, c'est en termes de connaissances. Quelles sont, je dis un truc comme ça, les certifications dont vous avez besoin pour avoir une reconnaissance sur le milieu professionnel? Quelles sont les personnes influentes dans le métier que vous faites? Il faut les connaître, il faut les côtoyer. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme école? Qu'est-ce qu'ils ont fait comme parcours? Échanger avec eux lors des conférences, des débats. Il y en a énormément organisés au Cameroun et en Afrique. Soyez où tout se passe dans votre domaine et ça vous aidera à pouvoir avoir de bonnes influences, avoir des influences positives. Donc, créez votre environnement en 4. L'autre point important, et là où tout se joue, c'est comment rentabiliser le temps hors de l'école. Voilà. Hors de l'école. L'école, c'est 8 heures. On va à l'école le matin, on rentre le soir à la maison. Mais qu'est-ce que vous faites quand vous n'êtes pas à l'école? Et c'est là où tout se joue. Voilà. En termes d'activité, en termes d'événements auxquels vous participez, en termes de lecture, lisez beaucoup. J'aime souvent à dire que la lecture est un outil d'aide à la prise de décision. Aujourd'hui, vous lisez un document, vous ne voyez même pas encore son importance, mais demain, face à une situation ou à un cas, vous allez vous ressourcer par rapport à quelque chose ou une situation ou un cas que vous avez eu à lire. Lire aussi permet de voyager. Et aujourd'hui, on a cette chance énorme d'avoir Internet avec 2 excellents professeurs, comme je disais dernièrement, Google et YouTube. Posez-leur le maximum de questions pendant vos temps libres pour être en mesure de pouvoir augmenter vos connaissances, pouvoir voir en termes de best practices dans le métier que vous êtes en train sur lequel vous êtes en train de grandir en compétences, qu'est-ce qui se fait ailleurs, cette ouverture d'esprit, comparer les modèles en Afrique, en Europe, en Asie, aux États-Unis, qu'est-ce qui se fait de mieux, aller vers les connaissances dont vous avez besoin de façon spécifique. Et utiliser sagement ce temps-là. Sagement ce temps-là. Je vais citer ici, par exemple, Kobe Bryant, qui sortait juste avant, il y a pas mal de vidéos qui étaient sorties sur sa façon de travailler. Et il disait, ce qui l'a permis d'être excellent, c'est la loi des effets cumulés. On a remarqué que la plupart des gens se lèvent commencent leur journée à 8 heures. Si vous vous levez à 3 heures du matin et vous travaillez de 3 heures du matin à 8 heures, vous avez 5 heures d'avance sur la moyenne des personnes. En un an, vous avez la capacité de faire en 3 mois ce que la majorité des personnes peuvent faire en un an. Ils ne pourront plus jamais vous rattraper. Vous aurez pris de l'avance, une avance énorme sur les autres. Parce qu'il est question ici, dans le processus qu'on est en train de mettre en place, d'aller vers l'excellence, d'être le meilleur, pas d'être comme tout le monde, mais développer des capacités qui vous permettent d'avoir une reconnaissance dans le domaine que vous êtes, de pouvoir que le marché puisse vous identifier comme un talent, comme une personne capable d'apporter des solutions concrètes face à une problématique que vous passez le temps au quotidien à résoudre et à questionner, à pouvoir voir comment est-ce que vous pouvez agir pour être en mesure de vous démarquer. L'autre point très important, c'est tout ce qui est vie associative et tout ce qui est bénévolat et tout ce qui est volontariat. J'aime souvent à dire que le bénévolat, le volontariat est comme un incubateur de compétences. L'entreprise n'aura pas peut-être le temps de vous former, mais l'entreprise a besoin que vous ayez les compétences qu'il faut pour pouvoir vous absorber. Où est-ce que vous allez avoir la possibilité de tester les choses? C'est dans les associations. C'est en donnant votre temps gratuitement à des initiatives et autres. Renforcer vos capacités au maximum. Intégrer des associations ou bien créer des associations avec des amis avec lesquels vous partagez les mêmes valeurs et une même vision. Et pendant ces associations, créer des projets qui vont vous permettre de vous épanouir à la fois. Si je fais 6 mois, par exemple, je suis dans le domaine de la finance, j'ai un ami qui fait dans le marketing, un autre dans les ressources humaines et un autre peut-être dans l'ingénierie. On se met ensemble, on crée une association ou bien on intègre l'association et chacun peut, avec la compétence qu'il développe, apporter un plus sur le déroulement des activités, l'ensemble des projets sur lesquels vous allez travailler. Chacun pourra s'épanouir et tester. Alors, lors d'un entretien
de recrutement, vous serez en mesure de dire à un recruteur, certes, je n'ai pas eu la possibilité de faire un stage académique, mais dans le cadre de l'association X2Y, j'étais en charge de voici ce que j'ai eu à faire comme réalisation, comme projet. Et là, on verra en vous quelqu'un qui se démarre, quelqu'un qui a fait. Parce que soyez vous-même, je vous pose la question. Si vous avez une entreprise et que vous voulez recruter quelqu'un, vous prenez quelqu'un qui a déjà essayé ou quelqu'un qui n'a jamais essayé. Je ne pense pas que vous donnerez l'opportunité ou payerez quelqu'un qui va venir essayer des choses chez vous. Vous prenez quelqu'un qui a déjà, c'est au moins déjà frotté à une réalité. La vérité est que ce ne sera pas évident d'intégrer l'environnement professionnel, soit lors des stages, soit lors d'alternance ou d'autres modèles entreprises-écoles qui peuvent être mis en place. Mais ces environnements vont vous permettre de développer des compétences. Je veux par exemple ici citer des événements ou des organisations. Je vais par exemple citer la Pan-African Leadership Foundation qui organise chaque année l'Académie camerounaise leadership, qui permet aux jeunes pendant une semaine d'être en mesure de travailler sur leur projet de vie, leur engagement communautaire et de pouvoir créer des initiatives à fort impact pour leur communauté. Des initiatives comme celle-là, n'hésitez pas, si l'opportunité vous est présentée, de candidater et pouvoir rencontrer des personnes de l'environnement professionnel qui vous permettront ou bien seront en mesure d'impacter votre vie, votre environnement professionnel. Donc, tout ce qui est bien, donnez votre temps gratuitement. Je prends un exemple. Je suis développeur informaticien. Si je reste là, j'attends que je dois avoir un stage X ou un stage Y, l'opportunité ne pourra peut-être pas se présenter. Ouais. Mais je peux identifier une boulangerie au coin de la rue et lui dire, monsieur, je vois tout le temps, les gens achètent le pain ici manuellement, vous n'avez pas de système automatisé. Est-ce que je peux vous concevoir une plateforme qui vous permette de faire la comptabilité, de pouvoir gérer votre stock gratuitement? Vous aurez un environnement où tester vos connaissances et demain, lors de l'entretien, vous serez en mesure d'expliquer à un recruteur, écoutez, monsieur, je n'ai peut-être pas encore eu l'opportunité de faire un stage, mais dans mes expériences, j'ai travaillé pour la boulangerie. J'ai initié un projet d'application pour la boulangerie telle. L'application est censée faire ceci, cela, et vous donnez le lien à la personne. Qu'est-ce qui est plus concret? La personne va aller regarder et voir que l'application fonctionne, ça marche, c'est correct, c'est concret, et voilà ce que vous avez réalisé. Donc, le bénévolat peut être un excellent, le bénévolat, le volontariat et la vie associative peut être un excellent environnement pour permettre aux jeunes que vous êtes de développer vos compétences et d'avoir, parce que quand vous avez fait quelque chose, vous avez plus de confiance en vous et vous parlez de cette chose avec une bonne maîtrise et ça se ressent auprès des recruteurs qui auront envie de travailler avec vous, que vous êtes un talent, vous avez un potentiel bien concret et pratique. Donc, l'autre chose très importante, et moi qui m'a beaucoup aidé aussi dans ma carrière en fait, c'est la capacité à choisir des mentors sur le plan professionnel. C'est quoi un mentor? Un mentor, c'est quelqu'un qui, vous avez la possibilité de voir à 1 mètre. Un mentor vous permet de voir à 30 mètres. Il vous prête ses yeux et vous avez la possibilité de voir à 30 mètres. Donc, identifiez des personnes sur le plan professionnel qui peuvent vous guider et vous communiquer l'envie du métier que vous voulez faire. Ça, c'est vraiment un point très important. Sinon, j'appellerais même cela un accélérateur de carrière. Parce que c'est une personne qui a beaucoup d'expérience dans votre domaine, qui a vu à la fois des expériences sur le plan professionnel, sur le plan académique, sur le plan même de la vie personnelle, et qui sera en mesure de résumer des cas qu'il a eu à vivre ou bien à expérimenter durant son parcours. Et vous, en 1 heure, le temps d'une conversation, le temps d'un café, vous avez la possibilité de vous plonger dans cette réalité-là. C'est une chance énorme. Autour de vous, il y a des personnes qui ont des potentialités énormes. Allez vers ces personnes, rencontrez-les au quotidien, échangez avec eux et bénéficiez au maximum des expériences qu'ils peuvent avoir. Ça peut être lors des événements, invitez-les aussi, partagez avec les autres. Ça aussi, c'est très important d'échanger entre vous. Parce que vous entrez dans un système
dans une école, la richesse aussi, c'est vos amis. Donc, entretenez bien vos relations. Ce n'est pas souvent évident, parfois il y a des rivalités, des X, des Y, mais la première richesse que vous avez, c'est la communauté à laquelle vous appartenez, la communauté éducative à laquelle vous appartenez, vos amis. Demain après-demain, votre ami sera en mesure de recommander votre CV, votre profil chez une connaissance. Donc, gardez bien vos relations et travaillez entre vous de façon à être solidaires et à marcher et à collaborer ensemble. Je reviens sur la problématique du mentor. Il faut bien les choisir, à la fois sur le plan professionnel et sur le plan personnel, parce qu'il faudrait que ce soit une personne avec laquelle vous partagez les mêmes valeurs, sur un point de vue. On peut être bon professionnellement, mais ne pas être bon sur le plan personnel. Donc il faut intégrer toutes ces composantes quand vous choisissez la personne que vous laissez, parce qu'un mentor aura la capacité à vous influencer par ses conseils, par ses attitudes qu'il aura à échanger ou à partager avec vous. Donc, prenez la peine de choisir quelqu'un avec laquelle vous allez évoluer ensemble et qui vous aidera à mieux visualiser ou bien à mieux vous projeter par rapport à votre carrière. L'autre point aussi, c'est dans cette dynamique de relation entreprise-école, parce que ça également, c'est très important, c'est chaque année de faire un stage dès la première année. Il ne faut pas attendre d'être en dernière année d'études pour faire un stage. Le constat se fait souvent ressentir dans les universités publiques où on se dit, bon, on est plus dans l'académique, il n'y a pas vraiment une priorité, mais c'est important chaque année. Vous entrez en première année, l'année prochaine, entre juin et juillet, août, de faire un stage de 1 à 3 mois selon l'opportunité que vous aurez sous la main. En deuxième année, pareil. En troisième année, pareil. Je prends un schéma simple. Vous avez fait un stage de 3 mois en première année. Vous avez fait un stage de 3 mois en deuxième année. Vous avez fait un stage de 3 mois en troisième année. Cela sous-entend que vous ne devez pas aller au rattrapage, parce que les rattrapages, très souvent, c'est pendant la période où vous êtes censé être en stage. Donc, si vous avez validé votre année dans le bon timing, donc plus tard au mois de juin, sinon mai, vous avez bouclé votre année. Ça vous permettra d'avoir du temps. Et, je prends le schéma, le calcul est vite fait. Une licence, 3 ans, 9 mois d'expérience professionnelle, de connaissance d'environnement du marché de l'emploi. Qui sera plus éligible sur le marché de l'emploi? Celui qui est juste allé à l'école, est rentré à la maison, il a eu sa licence, ou celui-là qui est allé à l'école, est rentré à la maison et qui a fait 3 mois de stage, a fait 9 mois de stage. Le calcul est très vite fait. Ça vous aidera à pouvoir être plus rassuré par rapport à des compétences et à faire l'adéquation. N'oubliez pas la grosse problématique qu'on rencontre dans notre système éducatif, qui est l'adéquation formation-emploi. Il faudrait que les compétences que vous développez au quotidien sur le plan académique, vous soyez à mesure de les implémenter sur le marché de l'emploi. Vous êtes un produit qui sera demain, après-demain, absorbé sur le marché de l'emploi. Donc, il est important vous-même de vous remettre en question et d'aller à chaque fois sur le marché de l'emploi tester les connaissances que vous développez durant l'année académique. Ça vous aidera à la fois à pouvoir vous poser les bonnes questions, à réadapter aussi, parce que beaucoup, c'est quand ils vont en stage qu'ils se rendent compte que le marketing, il est vaste. Par exemple, que l'ingénierie, que le domaine que je voulais faire, il n'y a pas que le génie civil, il y a le génie rural, il y a des ingénieurs qui travaillent en bureau d'études, il y a des ingénieurs qui travaillent sur le terrain, il y a des ingénieurs qui travaillent, qui sont beaucoup plus dans la planification, le design, d'autres qui sont dans les opérations. Donc, c'est en allant dans l'environnement professionnel que vous avez la possibilité de voir toutes les composantes en rapport avec votre métier. Ça vous aidera à mieux vous fixer, parce que par rapport à vous aussi, c'est important. Moi, je prends un exemple simple de ma personnalité.
je n'irai jamais travailler en mer parce que j'ai peur de l'eau. Donc, même s'il y a un métier qui est tellement intéressant et qu'on paye bien, dès qu'on dit qu'il est en mer, moi, je mets la croix sur le métier. Mais en allant dans l'environnement, ça vous permet de voir que, OK, il y a des ingénieurs offshore, des ingénieurs onshore, qui, voilà comment l'environnement également peut être intégré à votre parcours ou au métier que vous souhaitez développer. Et ça, c'est pendant les stages que vous avez la possibilité de bien fixer votre projet professionnel, c'est-à-dire les compétences que je développe et quel est le métier que je vise et spécifiquement même aussi le secteur d'activité. Je prends un autre exemple, un informaticien. Un informaticien peut aussi bien travailler dans la banque, peut aussi bien travailler dans l'industrie, peut aussi bien travailler dans tout ce qui est conseil, donc audit au système d'information, peut aussi bien travailler dans les télécommunications. Il y a différents domaines. Maintenant, si peut-être en première année, je fais un stage dans je suis informaticien, mais je fais un stage dans l'agro-industrie. En deuxième année, je suis informaticien, je fais un stage dans le pétrole. En troisième année, je suis informaticien, je fais un stage dans une banque. J'ai vu mon métier d'informaticien dans 3 environnements différents. Et je suis à même de dire que, OK, moi, je préfère aller dans tel environnement parce que je me sens plus à l'aise. Les problématiques abordées ou bien la façon dont le métier est structuré me parle plus ou m'intéresse plus. Et voilà que s'il y a 2-3 opportunités qui se présentent au terme de votre formation, vous serez à même de dire que non, je préfère celle-ci parce que vous aurez essayé. C'est un peu comme pour être à mesure de dire que ça c'est mon plat préféré, il faut d'abord être à mesure de goûter plusieurs plats pour dire que moi c'est le héros, c'est le coq que j'aime. Tu ne peux pas savoir directement que c'est le héros, c'est le coq que vous voulez manger. Il faut avoir essayé plusieurs choses, plusieurs mets pour connaître quel est le vôtre. Donc il faut essayer beaucoup de choses pendant votre parcours. Découvrir votre métier sous différents secteurs d'activité. Ça vous aidera à mieux décider quel est l'environnement, le secteur dans lequel vous vous sentirez à l'aise. Et c'est ce à quoi servent très souvent les stages. L'autre point très important, parce qu'on se rapproche du marché de l'emploi au fur et à mesure qu'on va évoluer, c'est être capable de faire un bilan de compétences. Parce que là, on est en 3e année déjà, 4e année en train de boucler l'année. Il faut déjà se dire, OK, est-ce que j'ai bien avancé? Est-ce que j'ai bien évolué? Est-ce que mes compétences sont en adéquation avec le marché de l'emploi? Qu'est-ce que j'ai ajouté? Qu'est-ce que j'ai à ajouter sur mon profil pour être un peu plus intéressant, être un peu plus visible des recruteurs, des chasseurs de tête? Est-ce qu'il faut que je fasse une certification professionnelle? Est-ce que je dois intégrer une association, par exemple, dans le corps de métier que je suis en train de viser? Question X, question Y, il faut vous remettre totalement en question et continuellement pour être à mesure de dire que mon profil est vraiment en adéquation avec les besoins. Parce que l'école a son rôle à jouer, mais c'est vous l'acteur principal, c'est vous qui marquez le but. Donc, il faut vous-même continuellement être en discussion avec vous-même et vous dire, OK, par rapport à X, Y situation, comment je pourrais me comporter? Par rapport à telles opportunités, est-ce que je suis prêt à les affronter? Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce que je dois ajouter comme compétence? Et ça, tout l'écosystème qu'on a mis en place en amont, les mentors, l'environnement, vous allez rencontrer des personnes de tout ce cercle, de tout ce secteur, qui vont vous dire, oui, voilà, ça, c'est plus important. Aujourd'hui, tel domaine a le vent en poupe. Ceci est plus important, plus percutant aujourd'hui. L'avenir, c'est tel domaine. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, de big data. C'est des domaines dans lesquels peut-être il faudrait aller parce que les entreprises ont besoin de tout ce qui maîtrise les métiers en rapport avec l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est vers là où il faut aller? Qu'est-ce qui est l'avenir? Qu'est-ce qui n'est pas encore en vue aujourd'hui, qui sera peut-être porteur dans 2 ans, dans 3 ans, qui aura un peu plus de place? C'est à vous de vous poser cette question et à vous dire, je suis sur le marché de l'emploi dans 1 an, dans 2 ans, qu'est-ce que je dois rajouter rapidement pour être en adéquation avec des compétences que je souhaite développer? Alors, le 10e point, c'est la capacité à saisir les opportunités.
capacité à saisir les opportunités. Après le bilan de compétences. Après le bilan de compétences. Pourquoi je le dis? Parce que vous avez fait le bilan de compétences. Ça vous permet d'être sûr de ce que... Une sorte d'évaluation. Sur l'évaluation. Vous fixez votre projet de façon claire, puisque vous entrez sur le marché de l'emploi. Donc, lorsque vous allez, beaucoup de jeunes, je vois souvent, passent à côté des stages. Ils ont candidaté, on les a convoqués à un entretien, et à la fin, ils ne sont pas en mesure de conclure. C'est comme si on a envoyé la passe au milieu du terrain, là, tu es l'attaquant, tu es devant les goals, le gardien est là, et tu mets à côté. Donc à la fin, il ne faut pas rater. Saisir les opportunités ici, c'est avoir le bon mindset qui vous permet de conclure et marquer. En amont, il y a un gros travail qui a été fait. Vous avez des compétences, donc vous êtes un produit, donc vous êtes fier parce que vous avez travaillé de façon à augmenter votre valeur au quotidien sur le marché de l'emploi. Vous avez rencontré des bonnes personnes qui ont partagé avec vous l'amour de leur métier, leur expérience. À l'école, vous avez donné le meilleur de vous. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Donner le meilleur de vous à l'école parce que la base, d'abord, c'est d'être excellent, de toujours viser l'excellence. Ça, c'est un point aussi dont on va aborder. Mais, lorsque vous êtes face à une opportunité, il ne faut pas la louper. Il faut la saisir. Parce que la chance ne vient pas deux fois. Comme on dit souvent, on n'a pas une deuxième chance pour faire une première bonne impression. Elle est là, l'opportunité, il faut la saisir. Et ça, il y a un gros travail mental aussi qu'il faut faire. Tout ce qu'on a fait en rétrospective vous permet d'avoir des acquis sur lesquels, qui vous permettent d'être confiant, d'être sûr, d'être rassuré de ce que vous valez et de ce que vous êtes capable d'apporter de façon spécifique. Et devant une opportunité, devant une occasion, il ne faut pas la louper, il faut donner tout. Souvent, c'est des conseils en rapport avec l'entretien ou des stages. Dans quelques mois, donc vers mai, je prends un cas typique. Vous êtes en première année ou en deuxième année. Vous souhaitez faire un stage autour de juillet-août de l'année 2021. Il faut commencer à candidater dès le mois de janvier. Envoyez vos CV. Il ne faut pas attendre papa et maman pour dire que je vais faire le stage, papa aide-moi. Non, il faut vous-même vous responsabiliser. Dès janvier, vous identifiez les entreprises qui offrent la compétence que vous développez à l'école. Voilà. Dans quel secteur d'activité? Vous voyez le secteur d'activité, vous faites vos recherches, vous collectez le maximum d'informations possibles en rapport avec les entreprises, vous rédigez vos CV, vos lettres de motivation et vous attaquez le marché de l'emploi. C'est déposé par mail, déposé sur site, déposé par des enseignants aussi, parce que parfois dans l'environnement professionnel, il y a des enseignants qui donnent cours, qui sont des professionnels et qui donnent cours dans les universités. Ça vous permettra déjà de pouvoir avoir un premier palier de recommandation de votre CV dans les entreprises ou dans les organisations. Et de postuler le maximum possible, envoyer le maximum de candidatures dans les entreprises. Ne vous limitez pas, parce que beaucoup, parfois, vont dire que telle entreprise, je ne peux pas travailler là-bas, c'est un peu compliqué. Ne vous mettez pas de limite. Candidatez, envoyez vos CV. Du moment où vous êtes sûr que vous avez fait tout ce qu'il fallait et que vous avez le profil nécessaire et l'ensemble des compétences qu'il faut pour pouvoir avoir une chance d'intégrer le poste, démarquez-vous, allez vers cette opportunité. Mais si on vous convoque en entretien, faites tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir le poste ou l'opportunité ou le job. L'autre point très important aussi, c'est de garder une bonne relation avec les professionnels de votre métier. Ah, c'est l'école. Hein. De garder une bonne en 11, garder une bonne relation. C'est les cours, mon ami. Une bonne relation. On a l'école ici. Avec les professionnels du métier. Vous êtes allé à un événement
vous avez pris une carte de visite d'un directeur, vous êtes à l'école, il y a une conférence qui est organisée, un professionnel du métier vient dans l'entreprise, vient à l'école échanger avec vous sur un domaine X ou Y. Comment entretenir la relation? C'est des relances mail, c'est des relances sur des réseaux comme le réseau professionnel LinkedIn, c'est des échanges, des retours d'expérience, solliciter un rendez-vous pour aller échanger avec la personne. Bonjour monsieur, je vous ai rencontré lors d'un salon dans notre école ou bien c'était organisé au JCAM, XY. Je travaille en ce moment sur telle problématique. J'aimerais échanger avec vous pour avoir plus d'idées et pouvoir enrichir mon exposé sur lequel je travaille, par exemple. Il faut toujours avoir du contenu. Il faut toujours aller vers les gens avec quelque chose à offrir ou à proposer. Je reste sur le principe qu'il n'y a rien au monde qu'on ne puisse faire mieux. Donc, il faut toujours remettre en question ce qui existe et ce qui se fait. Et de cela, être capable de pouvoir vous dire qu'est-ce que moi je peux apporter de façon spécifique à une organisation ou à une entreprise. Donc, vous allez vers la personne, vous changez avec elle et tout le temps, vous faites des feedbacks, vous demandez un retour d'expérience par rapport à ce qu'ils font. Je prends un exemple, j'aime beaucoup le marketing. Hein. Dans le marketing, vous avez vu qu'il y a une entreprise qui a lancé une nouvelle bière ou un nouveau produit. Vous êtes en contact avec la personne qui travaille dans cette entreprise. Demandez qu'est-ce qui a été fait, comment ça s'est fait. Essayez de donner un point de vue pour pouvoir apporter un plus ou une plus-value. Qu'est-ce que vous aurez fait différemment si c'était vous à cette position ou à ce poste? Ça vous permettra de marquer les personnes de l'environnement professionnel que vous côtoyez et de vous dire de façon claire comment ou bien qu'est-ce que vous pouvez leur apporter de façon spécifique. Parce que ce n'est pas juste une relation où vous êtes là, vous attendez d'avoir quelque chose, mais vous aussi vous devez donner. Ce n'est pas parce qu'on est étudiant qu'on n'a pas de la valeur ou qu'on ne vaut rien. Oui, en tant qu'étudiant, on vaut quelque chose. On a quelque chose qu'on peut donner. Donc, toute la démarche qu'on a faite en amont vous permet de vous dire clairement qu'est-ce que je suis capable d'apporter, qu'est-ce que je suis capable de donner. Et ça vous permet d'avoir du contenu. Et ce contenu-là, les entreprises en ont besoin. Il n'y a pas un environnement qui a autant de créativité que la jeunesse dans les universités. Ils sont fous, ils ont énormément d'idées, d'initiatives à proposer. Ils remettent tout en question. Et cette créativité, cette originalité-là, les entreprises en ont besoin. On a besoin d'innovation. On a énormément besoin d'innovation dans les entreprises. Ici, voilà, de pouvoir remettre les choses en question, de pouvoir tout revoir. Alors, posez-vous les bonnes questions, de vous dire qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux, qu'est-ce que je peux apporter, quelle contribution moi aussi je peux donner par rapport à une entreprise X ou Y en rapport avec les compétences que je suis en train de développer. Parce que c'est de ça qu'il est question. Et là, on arrive à faire la corrélation justement entre l'adéquation, formation, emploi. Vous vous formez pas pour être chômeur, mais vous vous formez pour apporter un plus, pour résoudre des problèmes, pour donner votre valeur ajoutée avec une grosse et une grande dimension innovation. Et en contrepartie, parce que ce travail, c'est du travail, l'entreprise vous donnera une rémunération conséquente à la valeur de ce que vous aurez apporté. Ce n'est pas parce qu'on est stagiaire dans une entreprise qu'on ne vaut rien. À l'époque, beaucoup de stagiaires, après les stages, on les gardait dans l'entreprise. Oui. De plus en plus, on ne rencontre plus cela de plus en plus. Donc, de façon générale, il faut être à mesure de vous démarquer, de vous dire clairement qu'est-ce que je suis capable d'apporter, comment je suis à mesure de me distinguer de X ou de Y. Le point 12, sur lequel on va chuter, c'est de toujours viser l'excellence. Toujours viser l'excellence. On dit souvent la chance sourit aux audacieux. Et que parfois même on dit la chance, c'est lorsque la préparation rencontre l'opportunité. Et à cela, je vais dire, vous-même, vous êtes directeur d'entreprise. Je vais dans une école.
j'ai 5 places. Je vais les donner à qui? Je vais donner aux meilleurs élèves ou bien aux meilleurs étudiants. Donc, faites votre part. Votre part, c'est d'être dans la bonne tranche. Soyez parmi les meilleurs. Travaillez pour être parmi les meilleurs. Travaillez pour vous démarquer. Et de toujours, de façon constante, vous dire qu'est-ce que je peux faire mieux et de faire quelque chose qui permette de vous démarquer de façon stratégique. Développez-vous au quotidien. Le monde professionnel a des réalités. Le monde professionnel a des exigences. Ce parcours qu'on a essayé de voir en 12 étapes nous a aidé de façon claire à nous dire « Ok, je suis un jeune, je viens d'avoir mon baccalauréat. Cela me permet de me dire clairement qu'est-ce que je peux faire de façon spécifique. Qu'est-ce que je peux faire de façon spécifique? Comment je peux me démarquer par rapport aux autres? Je suis à l'université, comment je peux me distinguer des autres candidats? J'ai commencé une formation, je me dis, ok, il faut que je m'entoure de bonnes personnes, il faut que je me distingue, il faut que je me démarque. Et comment est-ce que je peux faire pour être chaque jour au quotidien la meilleure version de moi-même? Le marché de l'emploi a ses exigences, le marché de l'emploi a ses réalités. Mais vous devez tirer votre épingle du jeu. Vous devez vous démarquer. N'oubliez pas, vos parents ont dépensé beaucoup d'argent pour vous former. Vos parents ont investi beaucoup d'argent pour que vous soyez dans ces belles universités, pour que vous puissiez vous construire et qui coûtent parfois très cher. Donc c'est un investissement qui doit être rentabilisé. Donc c'est une très grande responsabilité que vous avez au quotidien de vous dire qu'est-ce que je peux faire pour me démarquer? Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau avec les compétences, les connaissances que j'ai pour pouvoir rentabiliser cet investissement? Donc, la démarche qu'on a abordée de façon générale nous permet et vous permet de pouvoir avoir un environnement que vous créez, un ensemble de personnes qui peuvent vous donner la bonne information, qui peuvent vous tirer vers le haut, à la fois en termes d'augmentation de compétences, en termes de conseils, parce que quand on démarre une carrière et qu'on est jeune, ce n'est pas évident. On a besoin de personnes plus expérimentées qui vous disent « Mon gars, nous, ça ne va pas marcher, ce n'était pas bien, mais voilà comment il faut fonctionner, voilà comment il faut marcher. » Et cette expérience-là, vous permettront de pouvoir tirer votre épingle du jeu. Ça ne sera pas toujours évident, mais avec le travail, avec des valeurs que vous allez poser, toujours viser l'excellence, être dans des environnements associatifs, donner de votre temps pour les autres, ça vous permettra de découvrir quelle est vraiment votre mission de vie et comment la compétence que vous développez peut contribuer à améliorer la vie des gens. Parce que c'est de ça qu'il est question. Que je sois journaliste, que je sois dans les ressources humaines, animateur, je dois me poser la question de savoir comment je peux améliorer la vie des gens. Alors, la grosse question que je vais amener les étudiants qui nous suivent à se poser, c'est de se dire comment, avec les compétences que je développe au quotidien, je peux contribuer à améliorer la vie des gens pendant et après l'obtention de mon diplôme. Je me répète, comment, avec les compétences que je développe au quotidien, je peux contribuer à améliorer la vie des gens pendant et après l'obtention de mon diplôme. Parce que l'erreur que la plupart font souvent, c'est de se dire que c'est quand je vais avoir le diplôme, mon papier, je vais lancer le chapeau en l'air. Waouh, j'ai eu mon licence, j'ai eu mon diplôme d'ingénieur, j'ai eu mon master. Quand le diplôme a été de tomber, maintenant les rêves, toute la réalité nous rattrape. Je vais faire quoi avec ça? Est-ce que je suis un étudiant en plus ou je suis un étudiant avec un plus? C'est la question centrale qui doit vous hanter pendant toute la durée de votre formation et de vous dire comment je peux contribuer à améliorer la vie des gens, parce qu'on vous payera toujours par rapport à la hauteur de ce que vous êtes
capable d'apporter. Si vous avez une bonne connaissance, si vous avez une bonne maîtrise du savoir-faire que vous pouvez apporter aux entreprises, vous serez toujours vu différemment, vous allez toujours vous démarquer et un bon joueur, parce qu'un bon joueur ne manque jamais d'équipe, on aura toujours besoin de vous dans les meilleures équipes, que ce soit, vous n'allez jamais jouer en D3, mais toujours en Champions League. J'ai envie de me lever comme dans les conférences et applaudir. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions qui sont venues du public, si on a quelques interrogations, je pourrais également On a les nôtres. répondre. Oui. On a les nôtres. J'ai une question. D'accord. Je connais un monsieur qui a eu son bac, ça fait 2 ans, parce qu'il n'avait pas l'argent, les parents n'avaient plus l'argent pour continuer à payer son étude à l'université. Il a tapé d'abord 2 ans au quartier, question de dire qu'il cherche de quoi avoir de l'argent pour continuer ses études. Les 2 ans qu'il a tapé sur place sans plus continuer là, est-ce que ça aura un impact dans tout ce que vous avez dit ce matin? La question c'est, il a passé 2 ans à faire quoi? Voilà, il se cherchait, comme il disait, il cherchait les moyens, les fonds pour pouvoir continuer. Toute chose dans la vie en soi est une expérience. Tout dépend de comment on l'utilise pour en faire un moteur ou quelque chose de dévalorisant. Mais toute chose en soi, moi je vois dans certains environnements, des jeunes, après leur baccalauréat par exemple, font une année sabbatique, où ils essayent beaucoup de choses. La vérité est que, et ça c'est la grosse problématique qu'on a au quotidien avec les jeunes, pour choisir, il faut essayer beaucoup de choses. Comme je le disais tout à l'heure, il faut essayer pas mal de choses. Il y a des personnes qui ne vont jamais être où il faut parce qu'ils n'ont pas essayé ce pourquoi ils sont vraiment faits. Et du coup, ils vont faire que ce qu'ils étaient à leur disposition. Et ils auront l'impression qu'ils sont en train de réussir dans ça. Donc, la question que je vais vous reposer, c'est quelle est la qualité des expériences qu'il a vécues pendant ces 2 ans. Parce que c'est important pour chaque personne d'apprendre à valoriser ce qu'il fait. Tu peux être là, tu fais des fleurs, tu les vends, mais l'amour, la façon de faire que tu mets dans ce que tu fais, ça te propulse à un niveau très élevé et que tu as pu rentabiliser. Hier encore, on parlait de formation professionnelle. Le plus important, moi je dis, c'est d'avoir un talent, d'identifier un potentiel en soi, de se former pour avoir des compétences dans ce domaine-là et de pouvoir mettre un modèle économique pour rentabiliser l'expérience ou la compétence qu'on a. Parce qu'à la fin de la journée, chacun doit se poser la question, qu'est-ce que j'ai ramené sur la table à la nourriture pour les enfants à la maison? Donc, la compétence, on peut se former à l'université, on peut se former dans les salles professionnelles. Moi, je connais des gens qui n'ont que le bac, qui ont fait une petite formation professionnelle, mais qui ont su la capitaliser et l'adapter aux besoins des entreprises, mais qui gagnent 4 fois, 10 fois plus que des personnes qui ont des Master 1, Master 2. Donc, à la fois, on a ces profils de personnes qui sont allées avec un bac, ont identifié un domaine porteur, ont su le capitaliser, le rentabiliser et en faire un métier où ils gagnent très bien leur vie. Et il y a des personnes qui ont fait un master et après, parce qu'il n'y avait pas forcément un objectif visé derrière, se sont retrouvés soit à faire de la moto, soit à vendre de la friperie. Donc, on se pose la question de savoir où est-ce qu'on est, qui avait le bon modèle. Parce que, quoi qu'on dise, à la fin de la journée, pour les parents, pour ceux qui, on va appeler les pourvoyeurs de fonds, les garants généralement, comme ma maman aimait dire, le but c'est de chasser les mendiants de ma table. Parce qu'un parent qui envoie l'enfant à l'école, qui fait 5 ans, et après 5 ans est en train de discuter les macabos avec lui à la maison, c'est pas une fierté. Absolument. Pour un parent, après, il faut que l'investissement soit rentable. Et pour que cet investissement soit rentable, il y a une base. Chaque partie prenante a son rôle à jouer. Et encore plus, c'est lui l'acteur principal. Donc, c'est important de ce dont, je reviens par rapport à la question posée, il s'agit de la qualité de la formation. La qualité de l'expérience. Chaque chose en soi est bonne. Mais, qu'est-ce que je fais? Il est question d'utiliser son temps sagement. De savoir rentabiliser son expérience. Aujourd'hui, sur Internet, il y a tellement de choses à découvrir.
Donc, la connaissance, aujourd'hui, n'est pas que académique. C'est une chose d'aller à l'école, avoir un master, si ça, c'est bien. Mais, il faut pouvoir te dire que mon master, comment je vais vivre avec ce master? Comment je vais nourrir ma famille avec ce master? Ouais. Donc, en gros, le master, ce n'est qu'un nom. Mais on préfère rester sur tout ce qui est compétence. Donc, on va dire qu'un enfant peut ne pas faire l'université, ne pas aller dans des grandes écoles et se lancer dans une formation. Et c'est toujours bien. Tout à fait. Ok. Tout à fait. La formation professionnelle, c'est dommage. Elle est dévalorisée dans notre environnement. Absolument, mais pourtant ailleurs... on va aller plus loin. Pour beaucoup de parents, pour qu'un l'enfant dans l'enseignement technique, c'est quand il a échoué. Beaucoup de parents, pour qu'ils envoient un enfant faire l'enseignement technique, F4, électrique ou la mécanique, c'est qu'il a essayé tout, l'enfant n'a pas réussi. Mais ce n'est pas vrai. Parce qu'il n'y a pas un environnement où on apprend un savoir-faire qu'un enseignement technique, où on peut chaque jour vivre. Maintenant, c'est comment donner une valorisation à ce qu'on fait. Et c'est ça où je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Dire aux enfants, ok, tu as un savoir-faire, tu vaux quelque chose. Et à chaque personne de pouvoir se remettre en question et se valoriser. Il est question de valorisation. Je peux arriver ici, Mireille, je balaie les bureaux ici, très bien. Et je suis le meilleur balayeur de tous les bureaux de Douala. Je le fais tellement bien que tout le monde a envie de me confier ces bureaux pour que je les balaie. Et c'est comme ça que je deviens le chef balayeur. C'est comme ça que je deviens le chef balayeur. Je crée une entreprise de nettoyage. Après, derrière, il y a tout un business model qu'il faut développer. Donc, c'est un savoir-faire. Tout à l'heure, vous étiez en train de dire que les enfants doivent aussi lire les livres qui parlent de ceux qui ont réussi. Oui. Dans leur petite biographie, leur parcours, parce que ça peut les motiver, ça peut entraîner en eux cet esprit constructeur, cet esprit, comment est-ce qu'on appelait ça en philosophie? On disait que ça va créer en eux, oh là là, je vais chercher le mot exact, quelque chose de constructif, quelque chose de créateur, l'émotion créatrice. Parce que si je lis par exemple l'histoire de KFC, qui était un vieux papa, un papa qui a tout fait, il a tout échoué, et ça a 65 ans qu'il découvre il découvre la formule de son fameux poulet, et il le fait, et il devient milliardaire à 88 ans. Donc, ça permet de savoir une chose. Oui. Et ça, c'est important pour les jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes aussi en décrochage scolaire. C'est difficile pour les parents de réorienter aussi. La vie en soi n'est pas la course. Chacun a son temps. Absolument. On peut aller très vite, c'est bien. Chacun va à son rythme. Moi, c'est ce que j'aimerais que chaque jeune sache, parce que peut-être certains ont eu à rater le baccalauréat, se disent que la vie va s'arrêter parce qu'ils ne sont pas en fac. Les choses se font en leur temps. Maintenant, en lisant les expériences, les biographies, des parcours de personnes qui se sont démarquées, on s'identifie. Ok, j'ai fait 3 ans en terminale. Lui aussi, il a réussi, mais avait fait 3 ans en terminale. Donc, je peux encore réussir. Je peux encore réussir. Ce n'est pas... Je n'ai pas encore raté ma vie. Rien n'est encore perdu. Mais le problème, c'est qu'on cultive beaucoup le pessimisme aussi dans notre société. C'est parfois les parents même qui sont les plus grands pessimistes auprès de leurs enfants, toujours à comparer avec l'enfant du voisin ou bien l'enfant de tel, etc. Et ça joue souvent psychologiquement sur ces jeunes étudiants. Chacun a ce qu'il faut retenir et comprendre. Chacun a son parcours, chacun a sa vie. Et aux parents d'être sages. Je pense que chacun vient sur Terre à quelque chose d'unique et de spécial. Il faut être constamment en dialogue avec soi-même pour trouver sa voix et la faire entendre. Ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et se dire que j'ai peut-être raté, ça je le dis toujours à chaque fois, moi j'ai raté le bac. Quand j'ai raté le bac, je croyais que ma vie allait s'arrêter. Mais je n'aurais pas eu la carrière que j'ai eue si je n'avais pas raté le bac. Donc c'est de dire que peut-être parfois un échec est une occasion de mieux se réorienter, de choisir une route différente et qui sera peut-être meilleure de celle sur laquelle on était en train d'aller. Donc on a juste une mauvaise culture de l'échec et une mauvaise valorisation de qui on est, de ce qu'on vaut. Et ça, il y a un gros travail à faire. J'espère qu'on continuera
à travailler dessus, à nous documenter, à nous renseigner par rapport à cela. En tout cas, merci beaucoup, André Hott. On a eu un cours magistral ce matin. Les patients disent qu'on a un livre. Non, c'était super intéressant. Voilà, donc on vous remercie en tout cas d'être passé ce matin. On vous retrouve mercredi prochaine. Tout à fait. S'il plaît à Dieu. En tout cas, nous, on est à la fin et puis on va se retrouver demain, jeudi. On est à la fin, moi, on n'a pas faim. On peut annoncer le prochain. Oui, le prochain Déjà, thème. le prochain thème portera sur se préparer à intégrer le marché de l'emploi. Wow. Yes. On a conçu le projet professionnel la semaine dernière. Et aujourd'hui, On a capitalisé son expérience d'étudiant pour dire qu'étant étudiant, on a une expérience. Maintenant, on va donner les outils, les astuces spécifiques pour pouvoir intégrer le marché de l'emploi. Donc, le prochain thème portera sur comment se préparer à intégrer le marché de l'emploi. à ne surtout pas manquer. En tout cas, Calvin, moi j'ai faim. Tu as faim. Grave. Bon, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de l'émission et on a faim. On se retrouve À la fin de l'émission demain. et J'ai trop faim. on a faim. Et on se retrouve demain, s'il plaît à Dieu. Avec révérende Geneviève et Kani. Allez, portez-vous bien. Au revoir. Ciao. Go, 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 go. Go. Go, 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 go. Go, go.